Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème de bac qui va fêter ses 10 ans aujourd'hui, puisque c'est l'exo 1 du sujet de bac métropole de 2014. Un exercice qui a un contexte historique un peu intéressant, parce que il arrive un an après la réforme qui a vu le programme de maths de terminale changer un petit peu. Alors, c'était pas un changement révolutionnaire, mais quand même, il y a eu l'apparition des lois de probabilité continue, il y a eu l'abandon de l'intégration par partie, alors, il y a eu des petits aménagements comme ça. Et puis donc en 2014, c'est la première fois qu'il y a eu, et justement à propos de cet exercice et puis d'un autre, qui était aussi un petit peu difficile sur la fin, la première pétition d'élèves qui se révoltaient un peu contre le niveau de ce sujet, alors que franchement, avant 2012, il y avait eu déjà ce type d'exercice qui paraît de suite défini par une intégrale. Donc ok, un petit peu difficile, mais voilà, c'est un peu un tournant dans l'histoire des maths. Voilà, ça a été le début de cette mode des pétitions. On se dit, ah non, les exercices trop durs, on va être noté mieux, etc. Bon, on va le voir. On va voir qu'en effet, les petites subtilités, mais que si vous tombez là-dessus en 2024, ce qui m'étonnerait quand même, vous allez voir que c'est quand même faisable. Ok. Alors, l'idée de cet exercice 1, c'est d'étudier cette suite-là. Vous voyez, IN, hein, voilà, c'est une suite définie pour tout entier naturel n, et elle est définie par une intégrale. Voilà. Alors, on va le voir aussi, hein, cet exercice, finalement, il est quand même un peu maladroit dans sa construction, parce que on va voir le clou du spectacle à la fin, c'est de travailler sur la convergence de cette suite, donc en fait de dire, ok, cette suite, vous allez voir, elle va converger. Et quand même, on se dit à la lecture de la toute dernière question que franchement, on n'aurait pas eu besoin de tout ce qu'on a fait en partie A et B avec toutes ces questions innombrables. Parce que toute dernière question, en fait, on s'aperçoit que cette intégrale, en fait, on peut la calculer. On peut la calculer sans aucun problème. Et donc, on a l'expression explicite de la suite IN, et puis on calcule la limite, et c'est fini. Mais moi, je l'aime bien quand même cet exo, même s'il est maladroit, parce que à l'intérieur, vous allez le voir, c'est l'occasion d'aller utiliser toutes les notions liées aux suites, à l'intégration, aux fonctions, plein de trucs hyper intéressants. Puis c'est intéressant aussi pour ceux qui ne sont pas au niveau terminal, mais qui sont en bac plus 1, bac plus 2, hein, de se dire que là, ce qu'on a envie de faire, c'est peut-être intervertir limite et intégrale, on a besoin de la convergence uniforme, enfin bref, voilà, vous essayez de le faire avec la convergence uniforme, c'est assez rapide. Mais on va se replonger au niveau terminal, déjà pas mal, et se dire, ok, cette suite, voilà, on va s'y attaquer, hein, c'est parti. Alors, partie A de cet exercice, donc Métropole 2014, ça commence par un cas particulier, vous allez voir, qui est le cas particulier de la fonction f1 de x, hein, c'est-à-dire ce que j'obtiens quand je remplace n par 1 dans l'expression de la fonction qui était à l'intérieur de l'intégrale. Donc je recopie déjà l'expression de la fonction f1 définie sur R par cette chose-là. Et oui, en effet, c'est ce qu'on obtient quand on remplace n par 1 dans l'expression à l'intérieur de l'intégrale qu'on a vue tout à l'heure. Ok, alors question 1, on vous demande de justifier que C1, qui est donc la courbe représentative de cette fonction, elle passe par un point qui s'appelle A, qui a pour coordonnée 0, 1. Alors je l'écris comme ça, A de coordonnées 0, 1, il faut aller prouver que ce point, il appartient à la courbe de F1. Voilà. Comment on fait ça? Je dirais que ça, c'est de la technique de seconde, hein, c'est-à-dire seconde, on apprend ce que c'est proprement une fonction, le lien avec une courbe. Si on a un point de la courbe, d'abscisse A, alors son ordonnée c'est f de A, puis réciproquement, si vous avez un point de coordonnées petit a et puis f de A, c'est que ce point est sur la courbe représentative de f. Donc ce qu'il va falloir tester, c'est aller travailler sur l'image de l'abscisse de ce point, hein, f1 de 0, et le calculer, puis aller vérifier que ça fait bien 1. C'est ça l'idée. Hein. Si on arrive à démontrer ça, ça y est, on sait que le point sera sur la courbe. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, tranquillement. On va aller calculer f1 de xa, c'est-à-dire f1 de 0. Alors pour le calculer, on remplace x par 0. Ça fait 0 plus exponentielle de moins 0, ça fait 0 plus 1, ça fait 1, et on constate que 1, c'est bien l'ordonnée du point A. F de xa égale yk, ok. Ça veut bien dire que le point de coordonnées xa, yk, c'est bien un point de la courbe de f. Ok, super. Donc, ok, ça, c'est parfait, on a un point de la courbe. Question assez facile, hein, voilà, il faut quand même bien maîtriser le lien entre courbe représentative et puis antécédent image, hein, bref, pas trop de problème. Ok, on passe à la question 2, donc question 1 très rapide. Question 2, un petit peu plus longue, même très très longue cette question 2. Regardez, on vous demande, comme ça, direct, le tableau de variation de f1. Voilà, tableau de variation de f1, cette fonction, et avec ses limites. Donc
il y a tout à faire, hein. D'habitude, là, 2023, 2022, on a des exercices où ça, on vous le demande en plusieurs questions, hein, tranquillement. Calculer f' de x, même la f' de x est donnée, montrer que f' de x c'est bien ça, etc. Mais bon, c'est un protocole que vous connaissez maintenant sans aucun problème. Vous savez que pour obtenir les variations d'une fonction, eh ben, on a besoin de sa dérivée, on a besoin d'étudier le signe de sa dérivée, et puis on déduit les variations de la fonction, et après on va calculer les limites. C'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, dans l'ordre ou dans le désordre, d'abord les limites ou ensuite les variations. Et vous savez ce qu'il y a à faire, donc on y va, c'est parti, hein. On va dériver cette fonction. Donc déjà cette fonction, en gros c'est une petite somme, hein, tranquille, hein. Donc là la reconnaissance de la forme, on va pas obligé d'aller travailler en disant que c'est u plus v avec u égale, v égale, etc. On peut directement aller balancer la fonction dérivée, même si c'est quand même bien d'écrire toujours, de justifier un peu la dérivabilité, hein. Donc f est dérivable sur r, bien sûr, par somme de fonctions dérivables. Voilà, sur R, toutes les deux, bien sûr, fonction affine et fonction exponentielle, hein, enfin composition d'une fonction affine par exponentielle, bien sûr, ça c'est dérivable sur R. Donc on peut y aller, pour tout x réel, on va écrire l'expression de la dérivée, f1' de x, je dérive x, ça fait 1, je dérive l'exponentielle de moins x, attention, ça fait moins exponentielle de moins x, donc voilà l'expression de ma dérivée f1'. Ok, on passe à l'étude de signes, il faut étudier le signe de la dérivée. Et puis là, on n'a pas un plus, on a un moins, donc c'est pas une somme de termes positifs, ça, hein. Donc on va devoir étudier le signe en faisant, bien sûr, la technique de l'inéquation. Voilà, je vais tranquillement aller poser mon inéquation f1' de x supérieur ou inférieur à 0, hein, dans le sens que je veux. Allez, voilà, et en écrivant ça, je vais me poser la question, quand est-ce que cette dérivée est strictement positive? Je résous cette inéquation par équivalence, voilà, en isolant, mettant mes x d'un côté, mes constantes de l'autre. Voilà, je fais passer le moins exponentiel de moins x de l'autre côté. Je passe, j'applique la fonction ln, bien sûr, j'ai le droit de le faire ici parce que j'ai à gauche et à droite des quantités qui sont strictement positives, donc j'applique ma petite fonction ln qui est strictement croissante sur r plus étoile et donc qui me donne la possibilité de l'appliquer, de ne pas changer le sens de l'inégalité et d'obtenir ici ln de 1, c'est-à-dire 0, et ici ln de exponentielle de moins x qui me donne moins x. Et oui, alors j'applique la fonction ln, bien sûr, pour faire tomber l'exponentielle, hein, fonction ln, fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc bon, la justification qu'on devrait écrire, hein, c'est car la fonction ln, elle est strictement croissante sur r plus étoile, bien sûr. Ok, d'accord, j'ai presque fini. Il me suffit maintenant de multiplier par moins 1, j'obtiens toujours 0 à gauche, et puis par contre, attention, multiplication par moins 1, je change le sens de mon inégalité, et j'obtiens donc à la fin, tiens, je vais écrire dans le bon sens, x strictement positif. La résolution de cette inéquation me permet de dresser le tableau de signes de cette expression, parce que, regardez ce qui se passe. Par la résolution de cette inéquation, d'ailleurs par la même occasion, j'ai trouvé la racine, l'unique racine de f' de x, qui est 0, et je vais remonter l'équivalence dans l'autre sens, du bas vers le haut, pour constater que lorsque x est strictement positif, c'est-à-dire lorsque je suis là, ici, à droite de 0, alors mon expression, elle est strictement positive, elle aussi, donc je mets un grand plus dans mon tableau technique de l'inéquation. Le 0, je l'ai déjà eu, ok, on comprend qu'en fait, hein, si j'avais remplacé les supérieurs par les égales, j'aurais eu exactement la même chose, x égale 0, unique racine, et puis, pareil, si je change de sens mon inégalité de départ, mon inéquation au départ, tous les sens vont s'opposer, et j'obtiendrai x inférieur à 0, donc là j'ai un moins ici, parce que lorsque x est inférieur à 0, eh bien f1' de x est inférieur à 0 lui aussi. Super, pas de problème, voilà l'expression, voilà le tableau de signes de ma dérivée, qui va me donner bien sûr les variations de la fonction f1. f1, elle est strictement décroissante, puis strictement croissante. Ok, super. Mais il me faut un tableau complet. Alors je ne m'arrête pas là. Déjà j'ai une image à calculer, une image de 0. Tiens, on l'a fait tout à l'heure, bah oui, c'était l'image de 0 là, quand on a vérifié que f1 de 0 ça valait 1. Donc là on a 1, super, et puis on a les limites à calculer. Alors, les limites à calculer, j'ai plus besoin de la dérivée. Hein. D'ailleurs, à ce moment-là, hein, quand vous avez exploité votre dérivée pour le tableau de variation, vous vous dites cette dérivée, malheureusement, je vais l'acheter à la poubelle, sauf si j'ai une question sur les tangentes, éventuellement. Hein. J'aurais peut-être besoin de l'expression de la dérivée, mais il vaut mieux vous dire, ok, pour l'instant, je reviens à ma fonction, voilà, ce qui vous évitera des erreurs, notamment dans les calculs d'image, des choses comme ça, où parfois c'est l'expression de la dérivée qui est utilisée. Ok, donc on revient à ça, et il nous faut la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini. Ok, alors par laquelle commencer?
Commençons par moins l'infini. Alors, ce qui est pas mal de faire, c'est de travailler d'abord un peu au brouillon, pour voir s'il y a besoin de retravailler un petit peu l'expression. En moins l'infini, qu'est-ce qui se passe pour x? Ça tend vers moins l'infini. En moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Attention, donc si j'en prends l'exponentielle, par composition, ça va tendre vers plus l'infini. Et là, j'ai un plus entre les deux. Donc c'est une somme, moins l'infini, plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc il va falloir que je retravaille l'expression de cette fonction pour lever la forme indéterminée. Je regarde un petit peu ça, et je me dis, mais ça c'est un combat entre x et puis exponentielle de moins x. Qui va gagner? Bien sûr, c'est l'exponentielle, par croissance comparée. Mais il faut que je la fasse apparaître proprement, cette croissance comparée. Hein, la faire apparaître proprement, c'est-à-dire faire apparaître proprement celle qui est dans le cours, c'est-à-dire en moins l'infini, c'est celle-ci que je dois faire apparaître. Voilà, ça c'est mon but. Dès lors que je réussis à retravailler cette expression et à faire apparaître ce truc-là à l'intérieur de mon expression, c'est bon, j'ai gagné. Hein, la forme indéterminée, elle va disparaître. Donc je regarde ça et je me dis, mais comment est-ce que je peux faire apparaître cette chose-là? Parce que là, j'ai pas de produit, ici, là, j'ai une somme, et puis surtout, j'ai une exponentielle de moins x, et pas exponentielle de x. Alors, on le verra, il y a aussi une possibilité qui est de travailler avec un changement de variable. Mais sans changement de variable, si je veux faire apparaître ça, je me dis, déjà, exponentielle de moins x, ça me plaît pas trop. Moi, je voudrais avoir de l'exponentielle de x. Pour ça, rien de tel que d'utiliser une petite propriété de l'exponentielle qui vous permet de réécrire cette expression comme ceci. Voilà, au moins j'ai de l'exponentielle de x. Et puis pour faire apparaître ce produit-là, je peux peut-être me dire, en mettant sous le même dénominateur, je vais y arriver. Regardez, je mets sous le même dénominateur, ça me donne, ici je divise par 1, donc exponentielle de x, ça me donne x exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x. Et là, j'ai gagné. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai fait apparaître ma croissance comparée, ok. Elle tend, quand x tend vers plus l'infini, cette expression ça tend vers 0, c'est l'exponentielle qui gagne, d'accord? Donc là j'ai 1, et donc mon numérateur va tendre vers 1, bien sûr. Quant à mon dénominateur, exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Alors j'ai du 1 sur 0, j'ai besoin de connaître le signe de mon dénominateur, réflexe. Quand un dénominateur tend vers 0, j'ai besoin de son tableau de signes. Son tableau de signes, il est très simple, c'est une exponentielle, donc c'est toujours strictement positif. Et donc en bas, en fait, ça tend vers 0+. Alors j'ai en haut un truc qui tend vers 1, en bas un truc qui tend vers 0+. Par quotient, ça va tendre vers plus l'infini. Ça y est, c'est fini. S'il fallait le rédiger, bien évidemment, on écrit tout ça, et puis on va tranquillement aller bien rédigé avec nos accolades, voilà. Ça, par croissance comparée, ça tend vers 0, ça tend vers 1, donc par somme, l'expression du haut tend vers 1, en dessous, cette limite 0+, grande accolade, par quotient, la limite de f de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Ok, super, je peux compléter mon tableau, ici j'ai plus l'infini. Quand même, je dis deux mots sur une deuxième méthode, qui serait la méthode où on devrait faire apparaître la croissance comparée toujours, mais par un changement de variable. En fait, c'est vrai qu'en posant grand x égale moins petit x, eh bien, mon f1 de x serait écrit comme ça, moins grand x plus exponentielle de grand x. Et alors, comme grand x, en faisant ce changement de variable, ne va pas tendre vers moins l'infini, mais vers plus l'infini, puisque c'est l'opposé que je prends, eh bien, il faut que j'aille chercher ma croissance comparée classique exponentielle de x sur x. Voilà, et pour la faire apparaître, bien sûr, je vais factoriser par x, voilà, par grand x. Donc ça me donne grand x facteur de moins 1 plus exponentielle de grand x sur x. Voilà. Alors, comme grand x tend vers plus l'infini, ça, c'est ma jolie croissance comparée qui tend vers plus l'infini. Mon moins 1 ne pèse pas grand-chose, par somme, ma grande parenthèse va tendre vers plus l'infini. Et puis mon petit facteur à gauche, lui, il tend toujours vers plus l'infini. Alors par produit, plus l'infini. Voilà, c'était une alternative. Les deux méthodes sont bonnes, pas de souci. Ça, c'était la limite en moins l'infini. On passe à la limite en plus l'infini. Donc je vais effacer ce que j'ai mis ici un petit peu en vert. Voilà, je passe en plus l'infini. Que se passe-t-il en plus l'infini? Petit x tend vers plus l'infini, bien sûr. Moins x tend vers moins l'infini, donc son exponentielle tend vers 0. Et par somme, ça tend vers plus l'infini. Pareil, rédaction accolade, aucun problème, c'est une somme, il n'y a pas de forme indéterminée, il n'y a pas besoin des croissances comparées. J'ai du plus l'infini ici, et j'ai fini le tableau de variation complet avec les variations, les limites, l'extrémum, là qui est un minimum, tout est ok. Voilà.
Hein. Alors on se demande un peu pourquoi ils nous ont fait faire ça en partie A, c'était peut-être pour chauffer un petit peu, parce que finalement, hein, concrètement, vous allez le voir dans l'exercice, on ne réutilise pas ce qu'on a fait ici en question, dans ces deux questions hein, de la partie A, mais voilà, on se chauffe un petit peu avec une petite étude de fonction, et puis après, ben, on passe à la partie B. Alors écris-moi, c'est partie B. Là, on va généraliser, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans f1 de x, f2 de x, on est dans fn de x, hein, et encore pire, on est directement dans l'intégrale de fn de x. Hein. Alors, partie B, c'est parti, c'est là qu'apparaît cette suite, voilà, in égale intégrale entre 0 à 1 de, donc ce qu'on avait appelé fn de x, c'est-à-dire x plus exponentielle de moins nx dx. Donc je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on constate que finalement, ce qui est là, qui s'appelle fn de x, hein, l'intégrande, ce qui est à l'intérieur de mon intégrale, eh bien, la fonction qu'on a étudiée en partie A, en fait, c'est f1 de x. Voilà. Donc, finalement, on pourrait aller plus loin et travailler sur I1, peut-être. Mais on ne nous pose pas du tout la question, parce que là, direct, on a des courbes qui sont représentées sur le sujet. Voilà, on a plein de courbes, je vais essayer de les dessiner rapidement. On a des courbes qui ressemblent à ça, on reconnaît le point A qui est là. Voilà, 0, 1. Et puis on a des courbes qui vont former une petite famille. J'essaie de les dessiner un peu correctement, mais c'est pas forcément facile. Voilà, il y en a plein. Voilà, ça ressemble un peu à ça, vaguement, ouais, c'est pas forcément super beau. On nous donne C1 qui est là, alors on constate que C1, ouais, c'est bien cohérent avec ce qu'on a trouvé, parce que là, ça semble strictement croissant, hein, à partir de 0. Et puis on a C2, puis on a C3, C4, et puis à la fin, là, on a carrément C60. C'est-à-dire ce qui se passe en remplaçant n par 60 dans l'expression donc de fn de x. Ok, très bien. Puis on a tracé aussi, on dit qu'on trace la droite d'équation x égale 1 qui est là. Voilà, petite famille de courbes. Et puis juste en dessous intervient la première question. On vous demande d'interpréter géométriquement l'intégrale IN. Qu'est-ce que c'est que IN? Interprétation géométrique. Alors là, on se dit, alors, IN, c'est quoi? IN, c'est une suite. Interpréter géométriquement une suite, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Parce qu'une suite, géométriquement, c'est quoi? Un nuage de points, c'est la représentation principale qu'on peut avoir. On se rappelle aussi d'une méthode par escargot où on les a sur l'axe des abscisses. Non mais attends, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, l'interprétation géométrique d'une suite. Donc il faut se dire, c'est pas la suite qu'ils veulent qu'on interprète ici. C'est plutôt IN en tant qu'intégrale, bien sûr. Et là, oui, on doit se dire, ok, IN, c'est une intégrale, et interpréter géométriquement une intégrale, ça je sais faire, je me rappelle de mon cours. Une intégrale, avant tout, hein, c'est même comme ça qu'on introduit la définition en terminale, c'est une aire, une intégrale. Bien sûr, c'est l'aire sous une courbe, mais sous certaines conditions. On a envie de dire que IN, c'est l'aire sous la courbe représentative de Fn. Mais pour avoir le droit de dire ça, rappelez-vous, c'est hyper important, il faut quand même être sûr que la fonction elle est positive. Donc on a une petite chose à faire là, et on ne l'a pas encore faite. Il va falloir donc qu'on aille travailler sur fn de x et qu'on montre que c'est une fonction qui est positive sur l'intervalle sur lequel on est ici au niveau des bornes de mon intégrale, c'est-à-dire l'intervalle 0,1. Et puis on s'aperçoit qu'en fait ça ne va pas être si difficile que ça, mais fallait y penser, fallait y penser quand même. C'est la première étape hyper importante. On va se dire, ok, première étape, je vais essayer de montrer que ceci, c'est positif sur 0,1. Alors, comment faire? On va analyser un petit peu cette somme. On va se dire, mais en fait, là, j'ai quoi? J'ai x, ok, ça c'est une fonction affine, normalement ça change de signe, sauf que là, je suis sur l'intervalle 0,1. Donc sur 0,1, x, il est bien sûr positif. Et oui. Donc je peux aller comme ça, sur 0,1, x est positif, et puis l'exponentielle de moins nx, bien sûr, c'est positif aussi. D'ailleurs, c'est strictement positif. Mais je n'ai besoin que de la positivité large ici pour établir la positivité de ma fonction fn de x, donc je reste sur les inégalités larges. Donc par somme, c'est positif. Voilà. Par somme, fn de x, c'est positif sur l'intervalle 0, 1. Voilà. Et donc maintenant, je peux y aller. Je peux y aller, d'ailleurs, c'est pas une deuxième astérisque. En fait, il n'y a pas de grande astérisque. C'est une fois que j'ai établi la positivité de ma fonction, ça y est, je vais pouvoir dire, donc, cette intégrale, c'est quoi? Eh bien, c'est l'aire d'un domaine qui est délimité par quatre choses, on va écrire ça proprement. Donc, IN, qui est l'intégrale de fn de x entre 0 et 1. IN est l'aire
du domaine qui est délimité par 4 frontières, qui seront quoi? Eh bien, donc délimité par 4 choses. 1. La courbe. Donc c'est la courbe de la fonction fn, donc c'est Cn. 2. L'axe des abscisses, que j'appelle OX. 3 et 4, eh bien en fait, les deux droites verticales qui apparaissent au niveau des bornes de mon intégrale, c'est-à-dire les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Alors x égale 0, bah, c'est l'axe des ordonnées, donc c'est OY, et puis x égale 1, bah, c'est la droite qui est définie dans l'énoncé comme étant grande D. Voilà, donc c'est ça IN, son interprétation géométrique. C'est l'aire d'un domaine délimité par ces 4 frontières-là, donc c'est l'aire sous la courbe CN, voilà, enfin, sous la courbe entre la courbe, et puis l'axe des abscisses, et puis donc c'est le droite verticale. Voilà pour cette question d'interprétation géométrique, pas géographique. Petit b, en utilisant son interprétation, j'efface tout ça, en utilisant son interprétation, celle qu'on vient de faire, formuler une conjecture sur le sens de variation de la suite IN et sa limite éventuelle. On précisera les éléments sur lesquels on s'appuie pour conjecturer. Ah ouais, d'accord. Donc c'est une conjecture, mais il faut quand même prouver 2-3 trucs. C'est étonnant, mais ouais, c'est pas mal, parce que sinon on balance n'importe quoi, on se dit, voilà. Parce que sachez qu'en fait, cette intégrale-là, on peut aussi la balancer dans la calculatrice, puis faire une conjecture sans avoir rien compris à ce qui se passe dans ce dessin. Donc c'est quand même pas mal de demander quelques petites justifications, même pour une conjecture. C'est intéressant les questions de conjecture. Donc on a dit sens de variation de la suite IN, monotonie de la suite IN, vraiment. Voilà. Ah ouais, non, mais j'ai utilisé ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que IN, c'est l'aire sous une courbe. Et puis je m'aperçois qu'en fait, mes courbes, là, elles semblent être de plus en plus basses, quoi. C'est-à-dire que C1, en termes de position relative, a l'air au-dessus de C2, qui est au-dessus de C3, etc., etc. Donc il semblerait quand même que toutes les courbes CN, elles soient toutes en dessous les unes des autres. Donc vu que IN, c'est l'aire sous la courbe, j'ai envie de dire qu'il semblerait que, et d'ailleurs j'insiste sur ce mot, le verbe sembler, pas de verbe être pour des conjectures, il semblerait que la suite IN, elle soit décroissante. Et oui, parce que c'est l'aire d'un domaine qui se réduit de plus en plus. Donc on peut insister en disant d'abord, il semblerait que, en termes de position relative, Cn plus 1 soit en dessous de Cn, d'accord, à chaque fois que n augmente, j'obtiens une courbe qui est encore plus en dessous. Et donc, ainsi, comme IN est l'aire sous la courbe CN, et bien que l'aire, elle aussi, est décroissante. Voilà. Donc il semblerait que IN soit une suite décroissante. Deuxième conjecture sur la limite. C'est là où c'est fin quand même. Parce que, où c'est fin. En fait, quand on regarde un peu ce qui se passe pour des valeurs élevées de n, je vous dis, on a C60, on s'aperçoit qu'il y a, pas très bien dessiné ici, mais plus je prends un n grand, plus en fait ma courbe elle plonge comme ça vers le bas, et puis elle remonte quasiment en ligne droite. Voilà. Et au point que, en fait, là, ça semble épouser vraiment une droite qui est la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire la première bissectrice du plan. Ici, y égale x, regardez ce qui se passe, on a y égale x ici, puis quand je prends des valeurs élevées, ça a l'air de faire ça en fait, ça a l'air de plonger vraiment presque en ligne droite et puis remonter de manière très abrupte en longeant de manière assez asymptotique la droite d'équation y égale x. Donc cette aire là finalement sous la courbe, plus ça va, plus cette chose-là devient minuscule. Et par contre, l'aire sous la courbe, ça a l'air d'être à terme, quand n devient très grand, l'aire de ce triangle-là, qui est délimité par quoi? Par la droite d'équation y égale x, et par l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale 1. Donc on a envie de dire quand même qu'il semblerait que IN, c'est-à-dire l'aire sous la courbe, tende vers l'aire du triangle, qu'on pourrait nommer, mais il n'y a pas de lettre, du triangle formé par donc les 3 droites que j'ai définies tout à l'heure. Et l'aire de ce triangle, c'est la calculer, c'est facile ça. Aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2, puis là la hauteur, il y a un angle droit ici, bien sûr. Donc 1 fois 1 divisé par 2, c'est-à-dire 1 demi. Et oui, il semblerait que lim de IN, ça soit 1 demi. Puis on a dit en question 1, il semblerait que aussi IN soit décroissante. Voilà nos deux conjectures, hyper intéressantes. IN, ça a l'air de tendre vers 1 demi. Ce truc-là a l'air de tendre vers 1 demi quand même, tend vers plus l'infini. Bon, on va le prouver en fait dans l'exercice. Voilà pour ces deux conjectures. Alors, question 2. Question 2, j'efface tout ça.
Je vais écrire la question quand même, pour voir un petit peu comment la traiter. En question 2, on me demande d'établir une égalité. On demande d'établir que in plus 1 moins in, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de moins parenthèse n plus 1 x facteur de 1 moins exponentielle de x dx. Voilà, il faut établir ça. Il faut montrer cette égalité-là. Bon, on peut anticiper un petit peu. Hein. On peut se dire, tiens, ils nous font calculer in plus 1 moins in. Ça nous fait penser un peu à la technique, la méthode pour pouvoir établir ensuite la monotonie d'une suite. Hein. On calcule un plus 1 moins un, et puis on étudie son signe, et puis si c'est positif, un est croissante. Si c'est négatif, un est décroissante. Ok, on voit un peu vers quoi ils veulent nous amener. Hein. Mais là, cette question, d'abord, il n'y a pas de question de monotonie, c'est une question de calcul en fait. Il faut se dire comment je vais pouvoir réussir à établir cette égalité. Donc c'est une égalité, donc je peux partir de la gauche, arriver vers la droite, partir de la droite, arriver vers la gauche. Mais là, bien sûr, je ne vais pas partir de la droite pour aller difficilement reconnaître mon in plus 1 et mon in. Non, il faut que je travaille sur cette différence, hein, que je parte au calcul, là, que j'aille charbonner sur le calcul in plus 1 moins in. Donc je vais aller calculer cette différence de deux intégrales qui s'appelle in plus 1 moins in. C'est parti. Je vais laisser quand même l'objectif écrit ici, parce que c'est très important d'avoir l'objectif écrit quelque part au brouillon, ou alors sur l'énoncé, hein, parce qu'il est sur l'énoncé, pour pouvoir se diriger un peu correctement. in plus 1 moins in, qu'est-ce que c'est? In plus 1, c'est l'intégrale que j'obtiens en remplaçant tous mes n par des n plus 1. Donc je vais écrire x plus exponentielle de moins, et je remplace mon n par n plus 1 en faisant attention parenthèse. Donc ça c'est mon in plus 1, moins in, qui s'écrit exactement comme ce qui est écrit dans l'énoncé, c'est-à-dire ceci. Voilà. Et mon objectif, c'est ça. Et je vois que dans mon objectif, j'ai une seule intégrale, alors que là, j'ai deux intégrales avec un moins. Et je sais que j'ai deux façons d'aller transformer une somme d'intégrales ou une différence d'intégrales en une seule intégrale. C'est la relation de Chasles ou la linéarité. La relation de Chasles, c'est quand j'ai deux expressions identiques dans mes intégrales, deux intégrandes identiques. Mais par contre, que les bornes ne sont pas les mêmes et que j'ai l'extrémité de l'une qui est égale à l'extrémité opposée de l'autre. C'est pas le cas, d'accord? Là, c'est le contraire. Regardez, les bornes sont les mêmes, mais par contre, les intégrandes ne sont pas les mêmes. Donc là, c'est de la linéarité qu'il faut que j'utilise. La linéarité, c'est le fait que l'intégrale de f plus l'intégrale de g soit égale à l'intégrale de f plus g, bien sûr, hein, sous réserve, sous condition, et sous réserve surtout que les bornes soient les mêmes. C'est le cas, donc je vais pouvoir aller avancer dans mon calcul en utilisant la linéarité de l'intégrale. J'écris une seule intégrale, voilà, et je vais écrire à l'intérieur de mon intégrale, eh bien, fn plus 1 de x, moins, parenthèse bien sûr, fn de x, avec un joli x, et bien sûr, il faut que je le justifie en écrivant que c'est par linéarité que j'ai le droit de faire ceci. Alors, il y a des choses qui vont se simplifier un petit peu. C'est le x moins x, en fait, avec une moins parenthèse, voilà, ça s'annule. Il me reste quand même exponentielle de moins n plus 1 x moins exponentielle de moins nx dx. Voilà. Voilà, gros calcul. Donc là, je regarde un petit peu mon objectif. Je vois que je suis pas si loin que ça. Hein. Je suis pas si loin que ça. Regardez. Je suis pas si loin que ça parce que déjà, j'ai une seule intégrale. Et puis, je vois que là, finalement, c'est une factorisation qu'ils ont faite. Hein. Alors, même si j'y arrive pas, je me dis cette factorisation, je peux finalement l'établir en partant de ça et en développant. Voilà, pourquoi pas. Après, ça demande un petit effort de rédaction. Il faut couper un peu l'égalité. Il faut mettre un or. Or, ceci égale, je le développe et je tombe là-dessus. Donc, ok, c'est bon, je peux avancer dans mon calcul. Bon, c'est quand même pas très beau. On va essayer de factoriser tout seul. En temps normal, si on ne vous avait pas donné l'objectif, vous n'auriez pas factorisé par exponentielle de moins n plus 1x. Vous auriez plutôt factorisé par exponentielle de moins nx et vous auriez eu raison. C'est quand même beaucoup plus élégant. Parce que, en fait, là, en travaillant sur les propriétés de l'exponentielle, on peut faire apparaître un exponentiel de moins nx facteur de quelque chose. Et oui. Mais là, bon, on vous force à factoriser par ça, donc il faut factoriser par ça. Et si on ne voit pas trop comment on factorise par ça, on va y aller... On va aller franco, en fait, en se rappelant que des factorisations, quand on ne voit pas vraiment de facteurs communs, en fait, finalement, on sait faire. Ça s'appelle des factorisations forcées, ça. Bah oui, factorisation forcée. Comme vous le faites pour les limites. Parfois, on a besoin de factoriser par un truc, alors que ce n'est pas du tout un facteur commun, mais on le fait quand même, ok, parce qu'on en a besoin pour un calcul de limite, technique de calcul de limite. Donc là, c'est pareil. Je vais artificiellement factoriser par ce truc-là. Alors, je vais quand même peut-être effacer, parce que là, j'ai plus trop... Ou alors, j'efface le haut, là, voilà. Un peu ça, comme ça. Voilà, j'efface ça. Et puis je vais avancer dans ma factorisation. J'en suis là.
Et je vais aller factoriser donc par ce par quoi eux, ils factorisent de manière totalement forcée. Là, j'ai un 1 bien sûr, mais là, eh bien, je vais recopier ce que j'ai à droite et je vais instantanément diviser par ce par quoi j'ai factorisé. Voilà cette petite technique astucieuse qui permet de factoriser par tout et n'importe quoi, en espérant que le résultat de ce quotient fasse bien la même chose que ce qui est là. Auquel cas j'ai gagné, parce que là j'ai mon 1, j'ai mon moins, tout va bien, donc j'espère très fort que ceci et ceci, c'est pareil, c'est-à-dire que ceci, ça me fait exponentielle de x. Alors, comment y arriver? Bien sûr, propriété de l'exponentielle. Propriété de l'exponentielle. Alors déjà, je recopie un petit peu tout le reste. Ma propriété sur les quotients, exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b. Donc je vais écrire que ça, c'est exponentielle de moins nx, moins, c'est-à-dire plus, n plus 1, parenthèse x. Voilà. Et un tout petit développement ici, hein, nx plus x, ben, le nx va s'annuler avec ce moins nx, et puis il ne me restait plus grand-chose. Regardez bien, je reprends, parenthèse 1, exponentielle de moins nx plus nx, donc 0, plus 1x, exponentielle de x, et c'est fini. On a obtenu notre objectif. Regardez, c'est la même chose. In plus 1 moins in, ça fait ça. Ok. Bon. Bah c'est bien tout ça, in plus 1 moins in, ça fait ça. Puis déterminer que la suite in, en déduire le signe de in plus 1 moins in. Alors attendez, il y a un truc qui est passé un peu que j'ai oublié, hein, c'est-à-dire démontrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Alors elle a été définie comment cette intégrale, quand même, qu'on fasse les choses proprement? Elle était définie sur grand N. Et pourquoi ça se serait vrai pour tout n supérieur ou égal à 1? Il y a un problème pour n égale 0? Il y a un problème quelque part. Quand j'ai calculé mon in plus 1 moins in, non, il n'y en a même pas. Alors, franchement, pas pourquoi. Mais bon, de toute façon, voilà, si ça marche sur n étoiles, ça marche aussi sur n. Si ça marche sur grand N, ça marche sur n étoiles. Donc le petit quantificateur au début. Mais il n'y a aucun problème dans tout ce qu'on a fait. On a calculé notre in plus 1 moins in, on a réussi à factoriser, il n'y a pas de division par 0 nulle part, les factorisations fonctionnent. Donc non, il n'y a aucun souci. Mais pourtant, je revois ça quand même. Ouais, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant, parce que ça marche aussi pour n égale 0, donc pourquoi pas. Ok. Alors on y va, on avance. Là, il faut étudier le signe de in plus 1 moins in. Alors regardez cette horreur là, étudier son signe, mais comment faire pour étudier un signe pareil? Il faut le calculer, il faut la calculer cette intégrale? Mais non, pas du tout. Il ne faut pas du tout la calculer, il faut utiliser bien sûr une propriété de l'intégrale qui vous dit que lorsque f est une fonction positive sur un intervalle AB, alors et continue sur AB pour avoir le droit d'écrire son intégrale, alors l'intégrale de AB de f, elle est positive, elle aussi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez à travailler sur le signe d'une intégrale, il suffit d'aller travailler sur le signe de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà ce qu'on va étudier. On va étudier le signe de cette chose-là. Et attention, pas n'importe où. C'est là où en fait, souvent, c'est très facile. Parce que c'est le signe juste sur l'intervalle formé par les deux bornes qui nous intéresse. Si on arrive à montrer, à étudier facilement le signe de cette expression-là entre 0 et 1, alors on aura le signe de l'intégrale. Ça va, hein? Pas sous-entendu que ce signe est constant, mais ça devrait bien marcher. L'exercice est quand même bien posé, malgré ses maladresses. On y va, c'est parti. Alors, il n'est pas dur ce signe. Pourquoi? Parce qu'il y a une exponentielle, ça c'est positif. Et puis là, on a un moins exponentielle de x à étudier. Ah, on a déjà fait 50 fois ça, avec la technique de l'inéquation, bien sûr. Regardez, 1 moins exponentielle de x supérieur à 0 équivaut à 1 supérieur à exponentielle de x. Je passe au logarithme et j'obtiens ceci, car, encore une fois, le ln est une fonction strictement croissante sur r plus étoile, donc je ne change pas le sens de mes inégalités. Je remonte l'équivalence. Lorsque x est négatif, alors mon expression est positive. Oui, mais là, mon x, il n'est pas négatif, il est positif. Je suis entre 0 et 1. Conclusion, j'ai exactement l'opposé. C'est-à-dire que 1 moins exponentielle de x est négatif sur intervalle 0,1. Autre façon de voir les choses, parce que la technique de l'inéquation va nous dire tout ce qui se passe sur R, mais avec un peu de chance, le montage va marcher. C'est-à-dire que quand je suis entre 0 et 1, donc c'est deux méthodes alternatives, quand je suis entre 0 et 1, quand x est compris entre 0 et 1, parce que c'est l'intervalle de travail, je vais essayer d'aller monter, d'aller construire cette expression. Donc pour le faire, je passe à l'exponentielle, j'ai le droit, l'exponentielle de 0, 1, j'ai le droit parce que c'est une fonction strictement croissante sur R, l'exponentielle, donc il n'y a pas de problème. Donc j'obtiens ça, voilà, et puis je passe à l'opposé, moins 1, attention, je change le signe.
et puis j'ajoute 1, donc là j'ai 0. Là j'ai mon expression, et là en fait, mais là je m'en fiche, ce qui m'intéresse c'est le signe, je l'ai, ça marche par un petit montage. Voilà, sur 0,1, ce qu'on vient de dire ici, 1 moins exponentielle de x, c'est négatif. Alors regardez bien, ici j'ai une expression à droite, ma parenthèse, celle-ci là, qui est négative, et celle-ci qui est positive. Donc par produit, sans l'intégrale, c'est positif. Voilà. Comme l'intégrande, l'intérieur de l'intégrale est positif sur 0,1, et que c'est bien sûr ça une fonction continue pour tout n supérieur ou égal à 1, j'ai le droit de parler de l'intégrale, j'ai le droit d'intégrer et de dire que alors l'intégrale elle est négative, pardon. Oh là, négatif fois positif, c'est négatif, on est d'accord. Pardon. Donc par produit, bien sûr, eh bien, ce truc-là est négatif, et donc par intégration, in plus 1 moins in est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire que in plus 1 moins in est négatif? Ça veut dire que in est une suite décroissante. Eh oui, elle est décroissante. Qu'est-ce qu'on avait fait en partie 1? Bon, rien de... Ouais. Bon, ben voilà. Et puis, tout dans la question 2, c'est incroyable, dans la question 2, vous avez aussi à établir que la suite in est convergente. Et bien là, on vient d'établir la décroissance. Alors, on peut se dire peut-être que pour établir qu'elle est convergente, ça fait penser un peu au théorème de convergence monotone. Là, il faut qu'il y ait un déclic. Il faut bien comprendre l'enchaînement des questions. On vous fait établir que la suite est décroissante. On vous demande de conclure sur la convergence. Vous vous dites, ça sent le théorème de convergence monotone. Mais il manque un truc, parce que le théorème de convergence monotone, c'est décroissant et minoré. Alors on va partir à la recherche de tout ce qu'on a fait dans l'exercice pour aller chercher cette minoration. C'est parti, je regarde, minoré. Alors minoré, rarement le mot minoré. Il faut plutôt se dire, est-ce qu'on a établi un truc comme ça dans l'énoncé? Est-ce qu'on le sait ça, quelque part? Bah non, j'ai beau chercher, je le vois pas. Voilà, je le vois pas du tout. Et oui, donc c'est à vous de le faire. Voilà, c'est là qu'il faut prendre une petite initiative. On a vraiment envie, il ne faut pas changer de méthode, il faut se dire, mais là, je viens de faire la décroissance, il y a un en déduire. Il me faut juste une petite minoration de rien du tout, et je ne la vois pas dans mon énoncé, bah allez, j'y vais. Ok, je cherche une minoration. Alors la chercher, il faut revenir à ça, et puis il faut revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, finalement, se dire, en fait, minorer, souvent c'est zéro, en fait. Souvent c'est zéro, pour que ce soit facile. Donc par un peu de chance, si on arrive à montrer que c'est minoré par zéro, ça reviendrait à étudier le signe de l'intégrale. Ah, mais le signe de l'intégrale, on a dit que ça revient à étudier l'intérieur de l'intégrale. Ah, ben on va y arriver. On va y arriver. Regardez, si on arrive à montrer que l'intérieur de l'intégrale est positif, attention, ne confondez pas avec celle-là. L'intérieur était négatif, mais ça c'était in plus 1 moins in. Maintenant, moi, c'est in que je veux minorer. Donc, je reprends cette expression, cette intégrale. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur de mon intégrale. Je vois que ce truc-là, mais je vais réussir à le minorer par 0. Pourquoi? Parce que je suis sur l'intervalle 0,1, ok? Et que, mais ça fait penser à quelque chose d'ailleurs, un petit peu à la question 1, là, tout à l'heure sur l'interprétation géométrique. Eh oui, en fait, on l'a déjà fait, mais sous une autre forme, une forme un peu cachée. C'est pour ça que je dis, ça se construit pas super bien cet exercice, mais il y a quand même du charme. Voilà. Alors, l'intérieur ici, on y va. Sur 0,1, x est positif, exponentielle de moins nx c'est positif. Ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Donc par somme, fn de x en fait c'est positif. J'ai écrit là. Mais on avait déjà parlé donc, dans cette question sur l'interprétation géométrique. Et donc comme fn est positif, alors, attention sur 0,1. Donc quoi? Donc son intégrale entre 0 et 1 est positive. Et son intégrale, c'est qui? C'est in. Donc in, elle est positive. Donc finalement, in est positive. Et on sait aussi que in est décroissante. Donc le théorème de convergence monotone nous permet de dire que la suite in, elle est convergente. Voilà. Super théorème de convergence monotone. Malheureusement, on n'a pas la limite. Voilà. Malheureusement, tout ce qu'on a fait, c'est sympa. Cette suite in, regardez, cette suite définie par une intégrale, elle converge. Très bien. Rappelez-vous, la conjecture, c'est que il semblait que ça semblerait tendre vers 1,5. Là, le 1,5, on l'a pas. On n'en sait rien. Voilà. Mais au moins, on a la convergence. C'est déjà pas mal. C'est sympa. Puis on regarde la question 3.
déterminer l'expression de IN et déterminer la limite. Alors en fait, tout ce qu'on a fait avant, ça servait juste à vous faire travailler pour rien, quoi. Voilà, pour vous entraîner un peu sur les propriétés, les théorèmes, mais c'est quand même sympa. Et oui, il existe d'autres types de suites définies par une intégrale où en fait c'est impossible de calculer l'intégrale et on a vraiment besoin de ces théorèmes pour réussir à montrer la convergence. Là en fait on n'en avait pas vraiment besoin. Voilà, en question 3, ça annihile un peu tout ce que vous avez fait, c'est en ça que c'est pas très joli, mais c'est pas grave, on va le faire quand même, bien sûr. Voilà, et vous apercevez que c'est pas si horrible, enfin c'est pas si dur cet exercice. Hein. Voilà, IN, c'est quoi? L'intégrale entre 0 et 1 de x plus exponentielle de moins nx dx. Je relis la question. On veut exprimer in en fonction de n. Tout ce qu'on a fait avant n'a rien à voir. Parce que, on a la convergence, mais on ne sait pas vers quoi ça tend. Donc il faut se dire que là, c'est certainement que l'intégrale, on sait la calculer. Alors regardons, pour la calculer, il nous faudrait une primitive. Je regarde de plus près. Ça, je sais primitiver. Il y a une somme. Je sais primitiver les sommes. Ça, c'est une exponentielle de ax plus b, une fonction affine. Donc je sais le primitiver. Donc en fait, il n'y a aucun problème. C'est primitivable sans aucun problème. Et je connais les expressions des primitives. Donc je vais pouvoir directement aller balancer les primitives. En plus, elles sont usuelles. Regardez, x, c'est x2 sur 2. Exponentielle de ax plus b, c'est 1 sur a exponentielle de x plus b. Tout ça, c'est dans votre cours. Avec a égale moins n. Donc 1 sur moins n, exponentielle de moins nx. Est-ce que ça vaut le coup, j'en ai pas parlé dans tout l'exercice, de travailler, d'évoquer quand même l'existence de ces intégrales-là? En fait, elles sont posées dans les énoncés. Hein, sinon, c'est la continuité des fonctions qui sont à l'intérieur. Bien évidemment, tout est continu, c'est primitivable, c'est intégrable. Ces intégrales, elles existent. Là, ici, bien sûr, les primitives, elles existent. Si vous voulez ajouter la petite phrase, ouais, ça c'est primitivable, ça c'est continu, donc admet des primitives, ça c'est continu, admet des primitives. Oui, mais heureusement, parce que IN existe dans l'énoncé, on en parle tout le temps. Ok. Donc voilà, et puis après on va calculer l'image de 1, voilà, ça c'est la primitive de fn de x, en fait une primitive de fn de x, on va calculer l'image de 1 par cette fonction, puis l'image de 0, on va faire la petite soustraction, c'est-à-dire 1 au carré sur 2 plus 1 sur moins n exponentielle de moins n, voilà, moins la même chose en remplaçant mes x par 0, c'est-à-dire là j'ai du 0, et là j'ai du donc 0, hein, plus 1 sur moins n exponentielle de moins 0, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc ça me fait 1 demi moins exponentielle de moins n sur n plus 1 sur n. Voilà. Bon. Eh ben ça, c'est in en fonction de n. Comme quoi, c'était faisable. Sa limite, c'est ça qui m'intéresse, hein. Je vais établir la convergence, mais je veux sa limite aussi. Bah, sa limite, regardez, qu'est-ce qui se passe ici, là? 1 demi, ça tend vers 1 demi. Exponentielle de moins n sur n, ça nous fait penser à une croissance comparée, mais ça n'en est même pas une. Regardez, il n'y a aucune forme indéterminée là-dedans. N tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0, je le divise par n qui tend vers plus l'infini. Ça tend vers 0, bien sûr. Et 1 sur n, ça tend vers 0. Alors tout ça, ça tend vers 1 demi. Voilà, on aurait pu se passer toutes les questions et faire la 3 directement, ça aurait répondu à la problématique, à savoir en fait vers quoi tend cette suite définie par une intégrale. Mais c'était l'occasion d'utiliser, je vous ai dit, plein de petites théorèmes de propriété, de ne pas se mélanger entre suite, intégrale, fonction. Et au final, voilà, on a eu un résultat assez sympathique, là, voilà, assez étonnant, enfin étonnant non, pas forcément, mais en tout cas, joli petit résultat. Et c'était donc il y a 10 ans. Donc voilà, c'est un sujet quand même à retravailler pour l'anniversaire.